Bonjour, ici Mathieu Gauvin, professeur de philosophie au Cégep. Qu'est-ce qui se passe là? Au sujet du courage, la philosophe britannique Philippa Foot a posé la question suivante. Qui démontre le plus de courage? Celui qui veut s'enfuir mais ne le fait pas, ou celui qui ne veut même pas s'enfuir? Spontanément, on peut penser que c'est celui qui ne veut même pas s'enfuir qui est courageux. Mais si une situation ou un contexte ne m'inspire aucunement la peur, je ne fais preuve d'aucun courage. Par exemple, si le fait de saisir un Pokémon dans ma main ne m'inspire aucunement la peur, je ne fais preuve d'aucun courage en saisissant le petit animal. Pikachu, je te choisis. Donc, totalement à l'encontre de la première idée que nous pourrions nous faire du concept de courage, il faut éprouver de la peur pour être courageux. Attention toutefois, pour être courageux, il faut surmonter cette peur. Si je ne surmonte pas ma peur, eh bien, je ne fais qu'avoir peur. Pour exister, le courage a besoin de son contraire, de ce qui le nie en quelque sorte, la peur. C'est une idée contre-intuitive, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre de la première idée qu'on pourrait se faire au pied levé, sans avoir fait de vraies réflexions préalables. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Le mot paradoxe vient du grec paradoxos, composé lui-même de deux mots, para, un préfixe qui signifie contre, et doxos, un nom qui signifie opinion. Un paradoxe est donc une idée qui va contre l'opinion ou contre la conception commune. Et oui, l'idée qu'il faut éprouver de la peur pour être courageux va contre la conception commune. Si certains paradoxes s'expliquent assez bien, comme le paradoxe du courage que nous venons de voir avec Mme Philippa Foot, d'autres paradoxes semblent nous mener tout droit vers des problèmes en apparence parfaitement insolubles. C'est le cas, par exemple, du très célèbre paradoxe du menteur. Si une personne vous dit « je mens », est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle ment? Si la personne vous dit la vérité en vous disant « je mens », alors elle vous ment en disant « je mens » puisqu'elle dit la vérité. Mais si elle vous ment en disant « je mens », alors elle dit la vérité en disant « je mens » puisqu'elle ment. Mais alors, si elle dit la vérité en disant « je mens », alors elle ment en disant « je mens », puisqu'elle dit... Ça tourne en rond dans une boucle sans fin et ça devient une véritable torture. C'est vrai, les paradoxes nous intriguent et nous laissent parfois pantois, comme le paradoxe du menteur, justement. Il existe une grande variété de paradoxes. En voici un qui me préoccupe personnellement. Je l'appelle le paradoxe de la race. Le racisme est bien sûr un phénomène complexe. On peut le voir comme le fait de hiérarchiser des groupes humains, appelés races, selon leurs supposées forces et faiblesses. On peut également considérer que le racisme est quelque chose de plus fondamental encore. Le simple fait de distinguer des races, et ce, sans même les hiérarchiser, peut être considéré raciste. En effet, peut-on légitimement encore parler de race aujourd'hui? La science ne supporte pas cette idée. Peut-être devrions-nous simplement cesser d'utiliser le mot « race » pour désigner des populations humaines. Rationnellement, ce serait la chose à faire. Toutefois, paradoxalement, nous ne sommes pas débarrassés pour autant. En effet, peut-être serons-nous condamnés à utiliser le mot « race » tant qu'il existera des discriminations, des violences à l'endroit d'êtres humains à partir du critère de leur supposée race.
Les violences commises à l'endroit d'une partie de la population à partir de catégories arbitraires, fondées sur la couleur de la peau ou la forme du nez, par exemple, nous contraignent insidieusement ou vicieusement à entrer dans le champ sémantique de la race, ne serait-ce que pour identifier oppresseurs et oppressés. C'est l'idée qu'évoque l'écrivain américain Ta-Nehisi Coates dans son essai intitulé « Une colère noire », dans lequel il dit « Ils ont fait de nous une race, ils étant les racistes blancs des États-Unis d'Amérique, et nous étant les Américains dont la peau est noire. » Vu leur étrangeté, les paradoxes se révèlent parfois de puissants stimulants pour la pensée. Ils ont certainement joué un rôle important dans l'essor de la rationalité en Occident. Les premiers philosophes grecs, ceux qu'on appelle les présocratiques, parce qu'ils ont précédé Socrate, ont élaboré leur première théorie en se confrontant notamment à un paradoxe. Une observation attentive du monde les entourant leur a permis de constater assez facilement que ce monde est en perpétuelle transformation. Il est en perpétuel devenir. Les choses qui le constituent apparaissent et disparaissent. Les fleurs poussent, éclosent, fanent et meurent. Les volcans entrent en éruption, les montagnes s'érodent, les empires se font et se défont. Pourtant, si tout n'est qu'éphémère, comment expliquer l'apparente permanence du monde lui-même? Autrement dit, si tout passe et disparaît, pourquoi le monde lui-même ne disparaît-il pas? Les philosophes présocratiques feront l'hypothèse de l'existence de quelque chose se situant en arrière de ce changement. Quelque chose qui peut résister au changement lui-même et qui permet du même coup de l'expliquer. Ils nommeront ce quelque chose principe ou élément. Ils chercheront à identifier ce principe ou cet élément de manière à résoudre le paradoxe du changement perpétuel, du devenir. Par exemple, le premier philosophe, Thalès de Milet, dira de l'eau qu'il s'agit de l'élément primordial, à la base de tout ce qui existe. Tout ce qui existe est de l'eau transformée, comme l'air ou même encore le feu. Ce sera le début de la philosophie et le début de la science. Si les paradoxes nous stimulent, nous séduisent et nous effraient en même temps, c'est peut-être parce que nous les êtres humains, nous sommes de véritables paradoxes ambulants. À cet égard, Blaise Pascal, le philosophe, disait de nous « Quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel sujet de contradiction? Quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. » On retrace l'origine de la chimère dans la mythologie. C'est un monstre fantastique composé de plusieurs animaux. Le devant est celui du lion, le milieu celui d'une chèvre puissante et l'arrière comporte une queue de serpent ou de dragon. Selon les sources, elle peut avoir jusqu'à 3 têtes. De plus, elle crache du feu pour attaquer ses proies. C'est un animal composite, mais c'est surtout un animal impossible. C'est pour cette raison qu'on utilise parfois le mot chimère pour désigner une chose impossible, une chose farfelue, une chose paradoxale. L'être humain peut être comparé à une chimère en raison de sa complexité et de son caractère composite. Revenons à la citation de Blaise Pascal. Il dit de nous que nous sommes une nouveauté, un monstre, un chaos, un sujet de contradiction, un prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Nous sommes en effet des êtres composites, gloire et rebut, gloire et déchets de l'univers, des êtres impossibles. Nous sommes des êtres paradoxaux. Vous souhaitez poursuivre votre réflexion sur les paradoxes? Alors je vous recommande chaudement cet ouvrage de Michel Métayer, intitulé « Ces paradoxes qui nous habitent », qui m'a beaucoup inspiré pour cette présente capsule. D'autres suggestions se trouveront dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention. Yes.